Bon, le volant est assez unique. Regardez, on dirait qu'il flotte dans les airs. Il tourne alentour des fameux cadrans. Tout là-dedans, c'est des vrais boutons. Tout est analogique. C'est ça le secret de chez Bugatti pour garder son prix. Si on met un écran au goût du jour, mais que dans ici 5 ans, 10 ans, la technologie est désuète, mais le véhicule n'aura pas la même valeur de revente. Aujourd'hui au Talk Podcast, je vous parle de la remplaçante de la Bugatti Chiron, la nouvelle Bugatti Tourbillon. Alors, c'était avec impatience que j'attendais ce nouveau modèle-là parce que c'est quand même une grosse révolution chez Bugatti. On remplace la fameuse Chiron qui était un peu un dérivé, je pourrais dire, de la Veyron qu'il y avait auparavant. Beaucoup de changements, même si parfois de côté, ces choses-là, ils semblent pareils. On va aller en profondeur aujourd'hui sur ce modèle-là qui est un peu la première création du fameux partenariat entre Rimac et Bugatti. Rimac qui est spécialisé pour les véhicules électriques de haute performance. Maintenant, Matt Rimac est le CEO de chez Bugatti. Alors, c'est un peu un combo des deux, un classique Bugatti avec technologie un peu électrique. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a un peu sous le capot puis qu'est-ce qui fait de spécial la fameuse nouvelle Tourbillon. Parlons du nom tourbillon. J'ai regardé un peu les vidéos des chroniqueurs en anglais, ceux qui ont pu voir le véhicule en personne. Là, ils étaient comme, c'est quoi ce tourbillon? Puis là, ils disaient, c'est un terme utilisé dans l'horlogerie puis les montres. Nous, on le sait en français que ça veut dire, donc, c'est pas juste des trucs de montre, mais aujourd'hui, c'est ça le thème un peu. Vous savez, si vous m'écoutez souvent dans mes chroniques, ces choses-là, je compare souvent des véhicules de prestige, des véhicules un peu analogiques à des montres. Un auto technologique, c'est comme une Apple Watch, un auto qui est comme vraiment plus classique, ça va être plus comme une Rolex, ça va être mécanique. Puis je pense que la notion de montre a été très appliquée dans cette Bugatti. Puis je rappelle, les genres de clientèle qui achètent des Bugatti, c'est des genres de clientèle qui achètent aussi des montres qui coûtent extrêmement cher. Puis aussi que c'est important de protéger leur investissement. C'est qu'est-ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Fait qu'on va aller un peu dans les détails. Tout d'abord, regardez, côté look, on va y aller avec le look. Elle ressemble quand même à une Chiron avec un mix aussi de Veyron, je pourrais dire. On voit que le véhicule semble être plus aérodynamique. On a gardé le fameux, on appelle ça un horseshoe en anglais, le fer à cheval à l'avant qui est vraiment un peu la signature du look chez Bugatti. Mais sur le côté, on continue aussi avec l'arche ici, je pourrais dire, sur le côté du véhicule, qu'il est très similaire à ce qu'on retrouvait auparavant sur la Veyron et la Chiron. Très beau véhicule. À l'arrière du véhicule, la lumière me fait penser beaucoup à celle qu'on retrouve sur la voiture noire, une édition spéciale que je vais en personne, mais beaucoup plus d'aérodynamisme ici avec le diffuseur et les 4 sorties d'échappement juste ici, plus haut, et un gros logo qui dit tourbillon à l'arrière. Un très beau véhicule. Une des modifications qui a été importante, je pense que c'était une plainte de leur clientèle. Souvent, les Bugatti étaient comme, ouais, c'est beau, c'est supposé être l'ultime véhicule, mais quand on ouvre les portes, ça n'a pas l'air de l'ultime véhicule à comparer d'une McLaren, d'une Lamborghini, etc. Là, ils ont réglé ça, je pense, pour cette édition-là. Ils changent les portes ouvrent par en haut, comme on le voit ici. C'est très beau. Je pense aussi que ça donne aussi une facilité d'accès dans le véhicule pour entrer et sortir. Ça, c'est très bien de ce côté-là. Par la suite, regardez, beaucoup de fibres de carbone, c'est sûr et certain, là, à l'infini. Ça, on peut s'en attendre. On revient aux lumières en arrière. On voit vraiment que c'est comme un peu des lumières un peu, j'appelle ça 3D, avec vraiment une profondeur, un très beau look à l'arrière. C'est un très, très beau véhicule. On voit qu'il y a beaucoup de dégagement aussi à l'arrière. Les pneus extrêmement larges. Je pense que c'est très bien réussi de ce côté-là. Bon, la grosse nouvelle pour la Bugatti Tourbillon,
c'est que maintenant, on n'a pas pris vraiment aucune pièce qui vient de la Veyron, de la Chiron ou un des véhicules qu'on trouve chez Remat. C'est vraiment fait from scratch, qu'ils disent. De ce côté-là, la grosse différence, c'est qu'auparavant, on utilisait un W16 quad turbo. Puis ce fameux W16-là, on ne l'utilise plus maintenant. À la fin, dans sa meilleure, je pourrais dire que c'est un W16 8 litres à quadruple turbo, développé jusqu'à 1500, même 1600, tout dépendant de la version. Mais là, on le voit ici sur le site, on transforme le W16 en V16. Bon, qu'est-ce que c'est un W16 pour ceux qui ne le savent pas? Chez Volkswagen, je vous rappelle, Bugatti appartient au groupe Volkswagen, on avait les fameux VR6 dans le temps. Alors, un VR6, c'est un V6 à 15 degrés au lieu d'être peut-être à... peu importe, il y a plusieurs autres degrés, là, ça peut aller jusqu'à 90 degrés. Mais qu'est-ce qui faisait d'un VR6 qui était assez unique, c'est que à cause qu'il était à 15 degrés, à la place d'avoir deux têtes, on avait une tête puis ça prenait moins de place. Fait qu'en gros, c'était un V6 qui prenait la place d'un 4 cylindres. Avec un V16, on prend beaucoup plus de place. Il vient moins en ligne. Puis le fameux W16 qu'il y avait auparavant, c'est comme si on avait mis deux VR8. Mais là, un V16, c'est comme 2 8 en ligne mis en V. C'est ça la grosse différence. Puis là, on a changé. Auparavant, c'était un W16 quadri-turbo, 8 litres. Là, on a un V16 de 8,3 litres. Comment on le dit en français? Naturally aspirated. Je vais le dire, là, il doit être marqué ici. Atmosphérique. C'est moins compliqué en français. Qui a été développé en collaboration avec Cosworth. Cosworth qui font des moteurs exceptionnels, qui ont toujours été associés à la Formule 1, le rallye. Il a même fait d'autres moteurs avec Aston Martin. Cosworth, c'est les kingpins pour les moteurs d'ultra performance, surtout à essence. Mais là, c'est sûr et certain qu'avec un V16, pas de turbo, ça devrait développer moins de puissance. Là, on vient rajouter 2 moteurs, un à l'avant et à l'arrière, qui vont venir combiner une puissance de 1800 chevaux vapeur. C'est pas rien de ce côté-là. Le moteur atmosphérique développe 1000 chevaux vapeur et 900 Nm. J'ai pas les vrais chiffres en torque. Je les ai pas... j'ai pas fait toutes les transitions parce que je pense que c'est un petit peu... compliqué de faire le torque exact de ce véhicule-là. Il est juste marqué pour le moteur atmosphérique, mais le total du torque, il faudrait que je vérifie, combiner le V16 avec les moteurs électriques. Je pense que ça, il faudrait voir. Ils disent vitesse maximale 380 km/h, mais on peut aller jusqu'à 445 km/h avec la Speed Key. Fait que, puis on a une autonomie toute électrique de 60 km. C'est pas rien, c'est quand même bien. Faut quand même regarder, préciser que le moteur il tourne jusqu'à 9500 tours pour un V16. C'est extrêmement élevé. Côté RPM, de ce côté-là, c'est très haut. Il fait quand même un beau son. Je vais vous faire écouter un petit clip du son du moteur. Bon, parlons performance. 0 à 100 en 2 secondes. 0 à 200 en 5 secondes. Sous les 5 secondes. 0 à 300 sous la barre des 10 secondes. Et le 0 à 400, bien sûr. 0 à 400, un chiffre qu'on voit souvent. Sous la barre des 25 secondes. C'est assez rapide de ce côté-là. Transmission, 8 vitesses à double embrayage. Regardez une architecture de 800 volts. De ce côté-là, le refroidissement est direct à l'huile de haute performance. Que les batteries sont refroidies à l'huile.
C'est un bon mix, je trouve, qu'ils ont fait. C'est ça. Ils disent, regardez, le bimoteur, c'est 2 fois 250 kW. Puis c'est 3000 Nm aux roues. Puis là, ils disent plein de détails. C'est pour ça que c'est dur à dire. Là. C'est pas. Je pense pas que le torque est d'environ 4000 Nm. Faudrait que je le traduis en couple, là, tu sais. Mais ça, c'est l'essieu avant. OK. Puis le couple maximal à l'arrière. OK, c'est quand même compliqué, là. Je vais faire mes recherches. Une fois que je vais tout décortiquer ça, là, ça va être un petit peu d'autres choses. Vous voyez, le truc qu'il y a, pourquoi je ne vous donne pas un chiffre? On peut tout le temps vous donner un chiffre, mais c'est comment que la batterie va être capable de se décharger vite. Fait que c'est pas tout le temps, il y a un maximum, mais ça sera pas toujours ce maximum-là. Puis quand on le combine avec un moteur à essence, c'est compliqué. Ça a toujours été comme ça, même quand je travaillais dans les salons de l'auto, quand on donnait le torque pour, mettons, un fusion hybride branchable, on n'avait pas vraiment un vrai chiffre. Fait que ça vient compliqué dans ces coins-là. Mais on peut s'attendre, regardez, je vais vous dire, là, c'est facilement plus que 1000 de torque. OK? On oublie les Newton meters, là. Foot-pounds of torque, là, c'est plus que 1000. Facilement. Avec un très beau véhicule. Regardez, très impressionnant de ce côté-là. Je vais vous montrer d'autres petites vidéos que j'ai vues. On parlait de l'intérieur un peu. Bon, le volant est assez unique. Regardez, on dirait qu'il flotte dans les airs. Il tourne alentour. Des fameux cadrans. Tout là-dedans, c'est des vrais boutons. Tout est analogique. C'est ça le secret de chez Bugatti pour garder son prix. Si on met un écran au goût du jour, mais que dans ici 5 ans, 10 ans, la technologie est désuète, mais le véhicule n'aura pas la même valeur de revente. N'oubliez pas, on parle de véhicules à plusieurs millions. C'est des gens qui achètent des montres, des peintures, de l'or. Un investissement est important pour eux. Quand on regarde un véhicule comme ça, les boutons on appelle ça timeless. Tous les cadrans sont analogiques. Tous les cadrans sont faits comme des montres. Fait que ça, je trouve que c'est très bien de ce côté-là. Le volant est très beau, l'intérieur est très beau aussi. On continue avec l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu plus les cadrans. Quand on voit les cadrans ici, là, tout l'engrenage est pour de vrai. Je sais que là, c'est fait à l'ordinateur, mais c'est vraiment comme une montre. C'est ça à retenir que je voulais vous dire. Puis je trouve ça très beau. Puis c'est une belle approche de montrer une mécanique, un savoir-faire que peut-être les autres, ils vont tout le temps utiliser une voie plus facile. Mais là, on est chez Bugatti, c'est supposé être le top du top. Puis donner l'exemple. Puis je trouve que chez Bugatti, on donne l'exemple. Puis c'est un bon exemple qui offre parce que on vient donner un moteur pour les passionnés. On vient répondre un peu si on veut aller en ville, on est 100% électrique. Si on veut couper les émissions, tout ça. Sans rendre ça trop compliqué non plus, je pense. Là. Je pense que là, on est rendu dans une meilleure technologie de hypercar qu'on était avec la Ferrari ou la Porsche 918 ou la McLaren P1. Là, je pense qu'on est dans une meilleure génération qui est plus évoluée que ces modèles-là. Si on continue encore avec les fameuses portes avec l'intérieur, regardez. Il n'y a pas d'écran au milieu. Vous voyez, là, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de patente qui sera dépassée. C'est tous des boutons. Ça, je trouve ça très bien. Puis en passant, Ferrari, on dit que maintenant, elle a tout intégré avec les téléphones Apple CarPlay et ces choses-là. Puis je pense que tous les manufacturiers devraient faire ça. Ils devraient mettre un bel écran puis que c'est votre téléphone qui prend le contrôle. Ce n'est pas le cas dans la Bugatti. Là, je fais une parenthèse. Mais je pense que des fois, ils se compliquent la tête à faire des trucs un peu trop compliqués. Puis ça vieillit mal, à mon avis, à moi. Puis c'est ça qui est important de retenir chez Bugatti, la fameuse recette qu'ils font. Là, on voit un petit peu plus le W16, tout la intake manifold, tout en carbone. Très beau, on peut le voir de l'extérieur. Maintenant, je passe ici, on voit le côté. Là, on voit tout le châssis en dessous. L'espèce de monocoque en fibre de carbone. Très impressionnant. Si vous avez jamais vu de Bugatti, Veyron, Chiron, ces affaires-là, comment je pourrais dire?
moi, je pensais que c'est un gros véhicule. Tout le monde disait comme, ben, c'est pesant, puis c'est gros, puis il disait tout ça. C'est quand même compact et petit, je pourrais vous dire. En tout cas, moi, je pensais la voiture était plus grosse que ça. À chaque fois que j'en vois une en vrai, je trouve que la voiture est petite. C'est vraiment beaucoup de trucs compactés dans un petit véhicule. Là, c'est un V16 avec une batterie puis deux moteurs. Mais tu sais, à chaque fois que j'ai vu une Veyron et ces choses-là, je trouvais que l'auto n'était pas si grosse que ça. Oui, peut-être qu'elle est pesante parce que, justement, elle a le système intégral, tout ça, puis toute sa mécanique. Mais c'est pas parce qu'elle est pesante que la voiture est grosse, si ça fait du sens pour vous, là. C'est très impressionnant. J'aime ça, les graphiques qu'ils font, Bugatti. Je mentirais pas, ça a toujours été une de mes marques favorites. Dès le début, là, je m'en souviens, là, je pense que quand j'étais jeune, là, il y avait la EB110, là, je pense que c'est Schumacher, il y en avait une jaune, puis je trouvais tout le temps c'était cool. Puis j'ai toujours eu le modèle en version collection, là, petit. Là. J'ai toujours trouvé que c'était un très beau modèle. Même dans ce temps-là, c'était over the top. Il n'était pas aussi fiable et technologique que depuis que Volkswagen a racheté la marque. Mais un très beau véhicule, regardez. Je suis très impressionné. Mais qu'est-ce qui est important à retenir aujourd'hui là, de qu'est-ce que chez Bugatti on fait, c'est vraiment appliquer une version qui est qu'on appelle timeless. Qu'avec le temps, le véhicule ne perd pas de valeur puis il ne se démode pas. Je pense qu'avec le début des années 2000, il y a plusieurs manufacturiers, dont, mettons, Aston Martin, tout ça. Ils investissaient dans des nouvelles transmissions, puis des ci, puis des ça, mais les transmissions, des fois, ils ont mal vieilli. Les écrans ont mal vieilli. La technologie a mal vieilli, puis tout ça. Puis là, on voit qu'on enlève tout ça. T'sais, on n'a pas un changeur de disque au laser ou telle nouvelle affaire pour mettre de la musique. Je sais, c'est plus aussi compliqué que dans le temps, mais tu sais, dans le temps, c'est ça. À un moment donné, tu avais la cassette, puis à un moment donné, tu avais le CD. Puis là, à un moment donné, tu embarquais dans un auto, puis là, s'il y avait une cassette, mais là, c'était démodé, là, ça te prenait le CD. Puis là, à cette heure, tu rentres dans un véhicule, puis il y a le CD. C'est démodé. Là, maintenant, on est rendu à un niveau que si tu n'as plus Apple CarPlay sans fil ou Android Auto sans fil, mais ton auto, il manque vraiment quelque chose dedans. Je pense que ça, c'est une recette qu'il y en a beaucoup qui devraient apprendre de ça, surtout pour les passionnés. T'sais, surtout si on veut ramener des fois des icônes, mettons, je parle encore de Challenger, de Mustang, voiture sport en général, une Z, une Supra, une ci ou ça. Des fois, peut-être qu'une certaine simplicité comme ça, que le véhicule vieillisse bien, puis qu'il est concentré plus sur le côté analogique, la mécanique, tout ça. Il y a quand même de la technologie dedans, mais c'est pas over the top. Tu sais, quand j'ai fait, si vous n'avez pas vu mon essai routier du Lincoln Nautilus, je disais beaucoup qu'il se concentrait plus sur la technologie que la mécanique. Puis à un moment donné, on déconnecte du véhicule, puis on dirait qu'on n'est même plus en contrôle du véhicule. Je trouve que chez Bugatti, on a fait le contraire. Puis Bugatti aurait pu littéralement y aller là, à la sauce full technologique, full remat, full électrique. Ça aurait pu être un full électrique. Je pense que la clientèle de chez Bugatti n'aurait pas aimé ça. Puis aussi, on n'aurait pas eu le beau son du V16 qui tourne à 9500 tours. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la Bugatti Tourbillon? Est-ce que vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux vous dire? Le style montre appliqué au véhicule. Est-ce que c'est une bonne recette? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.